Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Ravie parce que je vais vous raconter une histoire. Mon histoire, ça démarre par des enquêtes. Je suis enquêtrice, je m'intéresse aux phénomènes émergents dans la société. Et fin 2012, je m'intéresse au Bon Coin. À l'époque, il y a 17 millions de Français qui y vont chaque mois et qui, en fait, inventent des nouveaux usages. Ils les achètent, bien sûr, des objets d'occasion, mais ils achètent des appartements. Ils vont chercher du travail. Je m'intéresse, je vais voir les dirigeants de cette plateforme et je leur dis il se passe quelque chose de sociétal, majeur. Est-ce que vous accepteriez d'ouvrir cette plateforme et que des intellectuels se penchent sur ces nouveaux phénomènes et ces nouveaux usages? Ils acceptent, mais la surprise est à venir. C'est-à-dire qu'ils acceptent, mais je me tourne vers une vingtaine d'intellectuels, de gens connus, des sociologues, des économistes, des politiciens, des artistes, en leur demandant s'ils pouvaient poser leur regard sur le Bon Coin et sur ces usages dont la France s'est emparée. Aucune des personnes que je contacte ne connaît le Bon Coin, premier point. Et le deuxième point, ils sont plutôt vexés que je les appelle. Je suis journaliste au Monde et je les appelle pour commenter le Bon Coin. Certains me disent c'est Paris Boum Boum, d'autres me disent c'est la misère. Je vais trouver donc 5 volontaires, parmi lesquels des gens extrêmement courageux et connus. Il y avait Jacques Le Goff, le médiéviste, Laurence Fontaine, Patrice Madiglier, le philosophe, Alain Caillé, le sociologue, qui vont poser leur regard sur ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a été pour moi la petite graine pour voir qu'il y avait un écart extrêmement fort entre le haut de la pyramide sociétale et les usages numériques qui se développent partout, en France et dans le monde. La plupart de mes enquêtes ensuite, concernant le financement entre particuliers, les nouvelles façons d'apprendre, d'éduquer, les nouvelles façons de pratiquer la politique, de s'exprimer en ligne, vont toujours amener au même constat. Il y a un décalage très fort entre ce qui est en train de se passer en bas de la société et ce qui se passe en haut et la prise de conscience de ces élites. Alors, de fait, on se rend compte que la société avance très vite, bien plus vite qu'un grand nombre d'élites qui sont littéralement débordées. Alors, pour élite, j'ai pris en fait la définition du Larousse, qui veut dire groupe minoritaire de personnes ayant dans une société une place éminente due à des qualités valorisées socialement. Et en fait, on se rend compte que dans tous les pays du monde, il se passe la même chose. Ces responsables économiques, politiques, intellectuels, ces penseurs, même ces syndicats, voient une société et découvrent une société qui ne les attend pas. En fait, les citoyens, avec des ordinateurs, avec des téléphones, avec des smartphones, que ce soit en France ou en Afrique, où je fais actuellement beaucoup d'enquêtes, sont en train de tester des nouveaux usages, de prendre aussi leur vie en main, de devenir acteurs, d'essayer de trouver du travail. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que ces idées surgissent des marges. Et les marges, c'est un peu en dehors du système. Alors regardons ce qui se passe dans le domaine de l'éducation, c'est assez intéressant. Une génération de doers, ça c'est le mot à la mode pour dire des gens qui font, sont en train de tester de nouvelles façons de transmettre le savoir alors qu'ils n'ont pas de passé académique. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Salman Khan qui a créé la Khan Academy. C'est vrai qu'au départ, ce trader a imaginé pour sa nièce qui n'était pas très très bonne en maths, qui était assez jeune, des petits modules vidéo pour transmettre de façon très simple certaines opérations de base. Ça marche très bien, les parents le veulent, ils demandent de le mettre en ligne. Que s'est-il passé? Une décennie plus tard, c'est devenu la Khan Academy. Ça existe dans 23 langues. Les vidéos sont traduites dans 65 langues. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans beaucoup de pays émergents, des ONG s'en sont emparées pour transmettre le savoir et que le gouvernement américain, entre 2015 et 2016, est en train de tester la validité de cet enseignement pour les mathématiques. Il y a d'autres exemples dont je parle dans mon livre, Sugata Mitra en Inde, qui a trouvé que des jeunes face à un ordinateur pouvaient auto-apprendre en étant encouragés, qui a eu 1 million par la fondation TED et avec un seul million de dollars réussi à mener actuellement une enquête auprès de 7 différentes écoles dans le monde. Différentes plateformes sont en train de se créer. Alors comment les universités sont en train de réagir par rapport à ça? Il y a quelqu'un d'extrêmement brillant qui s'appelle Sébastien Trun, qui était justement professeur d'intelligence artificielle et qui a voulu tester l'expérience. Il a lancé une plateforme qui s'appelait Udacity. Il a mis son cours en ligne, un cours très brillant qui s'appelait CS 373. Son cours a été suivi par 160 000 étudiants de 190 pays. Et ce qui a stupéfait
Sébastien, c'est justement que parmi les 400 personnes les plus brillantes de ce cours, aucune personne ne venait de Stanford, l'université où il enseignait. Donc cet homme-là, qui a participé aussi à Google Street View, qui a participé à la voiture sans chauffeur de Google X, dit quelque chose d'intéressant que je vais vous citer. Il dit « La moitié de nos cours sont donnés par des personnes qui ne sont pas des professeurs traditionnels, comme des industriels détenteurs d'un savoir spécifique ou de jeunes talentueux qui ne seraient pas éligibles comme professeurs. Il y a beaucoup de talents en dehors du monde académique. » Alors, que se passe-t-il? Bon, lui, maintenant, il est ailleurs. Il est allé chez Google X, puis maintenant, il est sorti de Google X pour faire d'autres projets innovants. On voit très bien que dans le monde entier, les universités sont en train de créer des MOOC, ces cours en ligne, pour essayer de se caler sur ces usages émergents, avec de nouveaux grands problèmes qui sont justement le modèle économique. Comment valoriser le savoir? Comment pérenniser ces lieux de savoir qui se sont développés au cours des siècles? On se rend compte que c'est un peu toujours la même chose à chaque révolution technologique. Les idées viennent des marges. Les gens qui ont le pouvoir ont du mal à l'accepter parce qu'il faut lâcher du lest, parce qu'il faut le partager aussi. On voit bien aussi qu'à chaque fois, les gens qui sont dans le privé ou dans le domaine marchand sont toujours plus agiles pour saisir ça par rapport à les gens qui sont dans l'autorité. Regardez Gutenberg, quand il a imaginé l'imprimerie, il s'est dit qu'il faudra une Bible pour chaque catholique. Les catholiques n'ont pas du tout voulu de ça. Par contre, les marchands et les réformés s'en sont saisis. Donc à chaque fois, c'est un peu la même chose, sauf que là, il y a quelque chose de nouveau, c'est que c'est beaucoup plus rapide et que c'est mondial. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, et on en a parlé avec les deux autres interventions avant, c'est que tout le monde n'est pas dépassé. Mon livre dit « Comment Internet dérange l'ordre établi », parce qu'en effet, il le range déjà différemment. Actuellement, quand on regarde les 25 premières fortunes mondiales, il y a déjà 6 personnes qui viennent du code informatique. Elles se sont hissées dans ce classement en quelques années. Certaines nouvelles élites ont déjà compris parfaitement ce qu'il en est. Et derrière le numérique, il y a des enjeux de pouvoir énormes. On a parlé des GAFA, Marc en a parlé. Il y a aussi les ABTX, Alibaba, Baidu, Tencent, Xiaomi, qui sont chinois. On n'a pas parlé également de ces 150 000 à 200 000 king codeurs, qui sont des gens qui ont une telle capacité d'abstraction mathématique que, par exemple, des Facebook ou des Google vont être capables de débourser 500 millions d'euros ou de dollars pour une équipe de 10 personnes, parce que dans ces 10 personnes, il y a 8 king codeurs qui sont capables de donner une valeur extraordinaire à leurs prochaines applications. Donc nous assistons à une accélération du monde, une accélération qui est bien plus rapide que le temps de construction d'une société. Et bien entendu, des dérapages ont déjà lieu sur l'utilisation des données personnelles, par exemple. Je vais donner juste un exemple, parce que les exemples sont très importants, il y en a de partout. Il s'est passé quelque chose sur Facebook qui a été assez inaperçu, parce que Facebook génère actuellement beaucoup de profits. Mais en 2012, des chercheurs de Facebook et des chercheurs de l'université de Cornell ont décidé de faire une expérience sur un échantillon, et comme on l'a dit, il y a maintenant 1,4 milliard de membres de Facebook. Si c'était un pays, ce serait maintenant le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. Ils ont choisi un échantillon à leur mesure, donc 690 000 personnes. Sur ces 690 000 personnes, ils ont décidé que 300 000 d'entre elles auraient pendant une semaine les pires nouvelles de la planète sur leur fil d'actualité. Ils ont supprimé tout ce qui était léger. Et de l'autre côté, ils ont publié tout ce qui était le plus léger qui soit, les chats, enfin, vous voyez très bien ce que vos ados peuvent voir à la maison, sur leur mur d'actualité pour voir si l'humeur des gens changeait. Alors, cette expérimentation serait restée totalement inaperçue, sauf qu'ils étaient tellement fiers des résultats qu'ils ont voulu, 2 ans après, à l'été 2014, le publier dans une extrêmement prestigieuse revue scientifique. Et là, enfin, les académiques de tous les pays ont dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les usagers, vos usagers ne sont pas des rats de laboratoire. » Il a fallu 4 à 5 mois à Facebook pour accepter en effet qu'ils avaient commis une erreur. Il y a une réflexion de la commission Rockefeller, du sénateur américain, sur les data brokers. C'est très intéressant quand vous lisez les rapports de cette commission. Vous voyez qu'actuellement, sur le big data, qui est quand même un Eldorado marketing pour de nombreuses entreprises qui sont vos clients, sur le big data, on peut tout acheter sur Internet.
On peut acheter des listings de gens qui ont le sida, des gens qui ont une tentative de suicide, des gens qui ont une propension à boire beaucoup. Et cette commission a eu beaucoup de mal à avoir des informations, notamment des 3 plus grands data brokers mondiaux qui ont refusé de participer à cette enquête gouvernementale. Donc, que s'est-il passé maintenant? C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en cherchant du sens à ce qui se passait, ont surgi des problèmes éthiques et des problèmes moraux, et que ces problèmes éthiques et ces problèmes moraux ne sont pas actuellement réellement pensés dans la société. On voit très bien que le pouvoir actuel a compris le numérique sous 2 angles. Un angle de communication, alors là c'est très clair, sur Facebook et sur Twitter, vous avez de la communication de haut en bas de la société, et puis il y a bien entendu un angle d'utilisation de contrôle des données, de contrôle de nos agissements. Mais c'est vrai qu'une partie beaucoup plus intéressante et sociétale, dont je viens de vous parler, qui est l'aspect civilisationnel, il se passe quelque chose entre les gens liés aux usages numériques, le lien aux autres change. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre pour les hauts de la pyramide sociétale. Alors, nous sommes face non pas à une révolution numérique, mais à une nouvelle civilisation numérique, comme dit Irina Bokova, qui est la responsable de l'UNESCO. Vous me demandiez donc, Isabelle, si les élites sont en avance, sont en retard. Il y a un énorme décalage, mais il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce que je vous raconte là, en très peu de temps, parce que c'est vrai, c'est 10 minutes, je l'ai écrit tout d'abord dans une enquête dans le journal Le Monde, qui s'appelait « Les élites débordées par le numérique ». J'ai été moi-même débordée par cette enquête. Ça a été publié entre Noël et Jour de l'An, il y a 1 an et demi. Et là, il y a eu des centaines de milliers de pages vues dans le monde entier. Une communauté francophone et francophile m'ont dit « Vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement central ». Je me suis dit que j'allais en faire un livre. J'ai voulu contacter une trentaine de personnes au départ, et chacune des personnes que j'ai rencontrées m'ont donné des contacts dans le monde entier, en me disant ce que vous dites est quelque chose d'important, il faut en effet que les lignes bougent. Le livre est sorti il y a quelques mois et depuis, je suis également dépassée et quasiment débordée par ce qui est en train de se passer, puisque je suis devant vous aujourd'hui. Vendredi dernier, j'étais devant 1000 jeunes de la FEV. Ce sont des militants qui sont des jeunes qui ne comprennent pas pourquoi, face à leur expression politique et leur expression politique en ligne, ils ne sont pas entendus. J'ai pu faire des allocutions devant des patrons du CAC 40, des petits groupes, tout autant que la semaine prochaine devant la Fédération des agriculteurs vendéens. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement transversal. C'est comme des lignes, des plaques tectoniques. La société bouge. Donc quelque part, même s'il y a un décalage extrêmement fort, on peut voir que maintenant, les lignes bougent en France et qu'il y a une prise de conscience. Merci.